Eh bien, bonsoir à tous, rebonsoir, je m'appelle Lucas, bienvenue sur l'écran noir, et ce soir on va parler des 10 pires films que j'ai pu voir au cinéma cette année. Donc je sais pas si vous avez remarqué, il y a une petite vidéo sur le top de mes films que j'ai pu voir cette année, que je vous invite à voir avant de voir ce flop, je pense que c'est plus intéressant. Je suis très fatigué ce soir, voilà, donc je vais essayer quand même de garder la pêche. Je pense qu'il y a moyen que je me lâche quand même pas mal. Donc ça va être un joli petit peloton d'exécution ce soir qui va vous permettre de voir en tout cas ce que moi je n'aime pas du tout au cinéma, ce que je hais ou vraiment ce que je rejette en bloc. C'est vrai que sur la chaîne Écran Noir, j'ai quand même basé cette chaîne sur l'idée que je ne présentais que des films que j'adorais, que j'aimais beaucoup, même sur ma page Facebook je fais ça. Donc c'est pas mal à un moment de relâcher la pression et de dégommer à la grenade tous ces films à la con. Bien évidemment, j'imagine que ce flop 10 de films de cette année ne sera pas le vôtre et que peut-être que dans ce flop, il y aura des films qui vous auront beaucoup touché. Alors voilà, on peut se cacher derrière la barrière, oui c'est subjectif, que dalle. Oui, c'est mon avis, en même temps ça regarde que moi, mais si quand même je m'amuse à faire une vidéo pour vous les montrer, c'est pour un peu aiguiser votre regard critique. Donc je sais que quand on n'aime pas un film, il faut encore plus se justifier que quand on en aime un. Donc peut-être que cette vidéo sera plus longue que le top, je ne sais pas, je vais voir. On va bien voir ce que ça va donner, mais en tout cas voilà, si je suis à la limite du troll à certains moments, ben, vous m'excuserez, voilà, c'est que juste que j'ai pas envie d'aller profondément dans l'analyse d'un film que je juge complètement bidon. Si on fait des critiques de cinéma, c'est pas pour se faire passer pour des gros intellos, mais c'est plutôt pour essayer de vous faire prendre conscience de la manière intelligente avec laquelle le réalisateur a essayé de vous faire ressentir certaines choses. Donc ce qui, moi, me gêne dans les films dont je vais parler, en principal, c'est justement que cette manière-là, elle est complètement débile. C'est le niveau zéro du cinéma. C'est un cinéma qui est fait sans intelligence, qui ne vous enthousiasme pas du tout, qui vous prend limite pour des cons. S'il y a des films dans ce top que donc j'ai détesté, mais que vous avez adoré alors que je les ai massacrés à la tronçonneuse, bien évidemment, ce qui m'intéresse, c'est pas que vous me disiez ah t'as des goûts de merde, t'as des goûts de chiottes, c'est nul, mais que dans les commentaires, vous preniez le temps pour me dire ok bah attends, Lucas tu te trompes, moi ce qui m'a plu dans ce film, c'est ça, voilà. Et après, je vous dirai que j'en ai rien à foutre. Alors ce soir, avec Père Castor va raconter l'histoire de tous les films qui sont vraiment nuls, mais qui sont pas assez nuls pour rentrer dans son top 10 des pires films du monde. Donc là, juste très vite, je vais faire une petite liste des films qui étaient quand même bien à chier. Juste pitoyablement médiocres, mais pas assez nuls à chier pour rentrer dans mon top. Il y en a quand même quelques-uns. The Boy, un film d'épouvante, voilà, où les gens hurlaient de rire dans la salle. C'est très agréable de passer un moment comme ça, où on est super complice avec tous les gens dans la salle, parce que tout le monde se foutait de la gueule du film, voilà. Le problème, vous comprendrez que c'est qu'on passe un petit peu à côté du message principal du film. Captain America Civil War. Captain America Civil War, c'est bon, mais encore nul. Et les films de super-héros, c'est pas mon truc, c'est juste que tout ce qui se fait, c'est de la merde. Alors moi, il y a Watchmen tout en haut, il y a The Dark Knight, voilà, puis après le reste, c'est la même merde pour moi. C'est la même bouse, voilà, je ne m'y intéresse pas, ou plus en tout cas. Enfin, j'ai ça et j'ai vu Doctor Strange, qui est quand même un des plus gros cacas de cette année. Une bouse infâme, pas drôle. Et bien sûr, on atteint des sommets en humour avec Deadpool. Ah là là, Deadpool. Il y a encore des gens pour me dire que c'est un film qui est anticonformiste. Waouh! Et ben si ça c'est anticonformiste les amis, vivement la révolution. C'est la triplette de films de super-héros. Suicide Squad c'était bien de la merde. Je suis sur ce film, je n'ai rien à dire dessus. Ah, super l'argumentaire. Donc on va pouvoir rentrer dans mon top 10 des 10 pires films de cette année que j'ai pu voir au cinéma. Donc bien évidemment, le 10e c'est celui que je tolère le mieux, et le premier c'est celui que vraiment que j'ai détesté, mais de bout en bout, qui m'est sorti par les yeux. Numéro 10, alors celui-là c'est un qui va faire polémique, et c'est le seul film sur lequel j'accepte qu'il puisse y avoir une polémique. Dernier train pour Busan. Alors là les gars, il va falloir m'expliquer. Donc c'est un film de zombies, mais qui a cartonné, notamment grâce aux bouche à oreille, et il se retrouve au sommet de tous les tops que peuvent faire les autres chaînes de cinéma sur YouTube. Mais c'est un truc de ouf. Les gars, des films comme ça dans les années 80, il y en avait 30 chaque année. Alors après, je suis pas un fan de films de zombies, je saurais pas dire s'il y a un film de zombies qui m'a vraiment marqué un jour. Il y a la série Walking Dead que j'aime beaucoup. Mais en tant que film de zombies, voilà, j'aime bien ce qu'a fait Romero, j'aime bien quelques classiques, mais sans m'en taper le cul par terre. Alors c'est peut-être ça le côté film de zombies qui ne passe pas chez moi. Je connais peut-être pas assez bien les codes du genre, et en même temps j'adore le zombie, et ce film, j'y suis allé, j'étais sur chaud.
J'étais comme un gosse, j'étais ultra bouillant, je me suis dit ça va être un des meilleurs films de cette année. La bande-annonce, je trouvais qu'elle claquait, j'adorais l'idée du train, et j'adorais cette image où ils partent en train comme ça, et il y a tous les zombies qui leur courent après. Vraiment, j'étais ultra chaud, et je suis un gros fan de films coréens, donc je me suis dit que ça allait être le jackpot total. Et là, les 20 premières minutes, c'est un simulateur de monoparentalité. Pendant 20 minutes, c'est un film de zombies le truc. Pendant 20 minutes, vous avez le père, mais qui est un cliché, mais monstre. On me dit, oui, non, les personnages c'est des icônes, ils représentent certaines facettes de la société. Mais c'est pas une icône, les gars, c'est un cliché. Le père, c'est le businessman qui en a rien à foutre, divorcé, qui en a rien à foutre, rien à taper de sa fille. Et à un moment, il lui achète une Wii pour se rendre compte qu'il en avait déjà acheté une. C'est vous expliquer la tristesse de ce film. Alors voilà, il va passer 10 minutes comme ça à côté de sa fille. Oh, je suis un mauvais père. Oui, papa, tu es un mauvais papa. Et là, il y a la grand-mère qui débarque qui fait oui, oui, tu es un mauvais père, tu t'es pas occupé d'elle. 10 minutes de ça. Il y a la petite application qui me fait bien rigoler et qui va bien me servir ce soir, je le sens, la Shame Bell. Bref, donc je termine sur Dernier train pour Busan. Donc tous les personnages sont des clichés monstres. L'histoire est sans surprise. Le seul intérêt, je trouve, c'est l'utilisation du train mêlé au thème des zombies qui est plutôt bien foutu. Les zombies sont intéressants dans leur manière de fonctionner et d'être. Mais je me suis fait chier du début à la fin. J'ai l'impression d'avoir vu 100 fois ce film. Vous savez, on vous prend la même histoire, on la fout juste avec des acteurs asiatiques, ce qui vous déboussolent un petit peu. Et on a l'impression que les gens ils redécouvrent un chef-d'œuvre. Bref, Dernier trait pour Busan, j'ai plus grand chose à dire dessus. La fin, on m'a dit oui, tu vas voir, ça finit sur une note, c'est super intéressant, on s'y attend pas du tout. On s'y attend pas du tout. Mais je m'attendais qu'à ça. Imaginons, à la fin, tous les personnages meurent. À la fin, il y a un gros groupe qui tente, ils sont quelques-uns à survivre, mais vraiment ils se battent à fond, ils survivent, ils galèrent, mais ils arrivent jusqu'au bout. Ou alors le truc on s'y attend pas du tout, on sait pas ce qu'ils deviennent, on reste dans le flou. Ou alors la fin, où c'est juste la femme enceinte et la gamine qui survivent. Oui, je vous ai spoilé. La femme enceinte et la gamine qui survivent, mais au secours! Bref, passons à autre chose, j'en peux déjà plus de ce film. Numéro 9. Encore un film qui va faire une belle polémique, The Neon Demon. Comme Dernier train pour Busan, c'est intéressant qu'il soit dans mon flop parce que j'y suis allé et j'étais bouillantissime. Je crois que c'est le film, je pense, que j'attendais le plus cette année même. J'étais comme un fou. L'affiche, j'étais tombé amoureux de l'affiche. Je trouvais l'affiche magnifique, les couleurs magnifiques. Elle Fanning, je crois que c'est une de mes jeunes actrices, jeunes entre guillemets, américaines préférées. Je pense qu'il y a, voilà, il y a Elle Fanning et Jessica Chastain. Voilà, on rigole pas avec Elle Fanning et Jessica Chastain. C'est des sujets très très sérieux pour moi, ces deux actrices. Voilà. Et je me suis donc retrouvé devant un film hyper vide, qui est vraiment tout ce qui se fait de pire en matière de cinéma, c'est-à-dire que plutôt que de vous vendre un tableau, on va vous vendre le cadre doré qu'il y a autour. Et c'est ça. C'est ça pour moi qui est The Neon Demon, c'est le cadre doré qu'il y a autour. Alors le réalisateur se défend en disant qu'il a fait exprès de faire un film qui est vide pour coller à l'esprit vide d'émotion du milieu des mannequins. Alors ça c'est un exercice qui est très compliqué et qui pour moi est complètement raté. Je pense qu'un bon exemple qui pourrait être semblable, c'est le film Somewhere de Sofia Coppola, qui nous parle de personnages qui s'ennuient. Et ce qui est très dur, c'est que en nous montrant des personnages qui s'ennuient, le but c'est de réussir à ce que le spectateur ne s'ennuie pas avec eux. Vous voyez ce que je veux dire, vous voyez la complexité un peu du truc, et ben là c'est pareil. Oui, il y a une belle image, mais elle nous apprend absolument rien sur le film, les dialogues sont pitoyables, les personnages sont inintéressants et complètement... Leurs personnalités sont hyper bordéliques, mais pas dans le bon sens du terme, pas genre c'est des gens qui sont névrosés, complexes, non, c'est d'un coup... l'héroïne, ça va devenir une tueuse. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est très bizarre, je ne saurais même pas l'expliquer. Alors que les seuls dialogues qu'elle a juste avant où elle joue la fifi mal dans sa peau, ils sont d'une niaiserie. Mais au secours, j'étais gêné dans mon siège. Et quand on croit que le film est fini, il y en a encore, et c'est encore plus vide, il y a encore moins de trucs. Je vois pas du tout ce que ça nous apprend sur le milieu du mannequinat, si ce n'est se complaire dans d'autres clichés complètement absurdes. Oui, le mannequinat, c'est mal, c'est un milieu de charognards. Waouh faut pas avoir fait Polytechnique pour savoir ça. Un grand mystère, The Neon Demon. Impossible pour moi de le revoir. Il part aux oubliettes. Donc c'est un peu une histoire d'amour étrange entre moi et le réalisateur parce qu'il y a des films à lui que j'adore, que je trouve qu'ils sont des purs chefs-d'œuvre. Donc la trilogie Pusher, Drive. Et il y a des films qui me laissent mais complètement sur ma faim.
qui sont complètement vides. Et alors qu'il y avait Valhalla Rising qui commençait très bien, qui finissait jamais. Enfin, c'est un suicide assisté ce film, c'était terrible. J'ai pas regardé Only God Forgives, mais pareil, j'en ai entendu beaucoup de mal. Et je pense que ça ne me plaira pas du tout. Mais voilà, Drive, j'ai adoré. C'est un peu un réalisateur à deux vitesses. Lol, Drive deux vitesses. Énorme blague. Énorme blague. Et donc j'ai l'impression qu'il s'enferme dans le côté que je n'aime pas de sa cinématographie. Donc très bien, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais alors moi j'accroche plus du tout. Et je pense que les prochains films, j'irai à reculons. Numéro 8. Ave César. Donc c'est bien, on va pouvoir terminer avec la trilogie de la déception. Ave César, c'était également un film que j'attendais, pas que j'attendais beaucoup, mais les frères Cohen, vraiment, ils ont une place très importante dans mon cœur. A Serious Man, dernièrement, c'est le dernier qui m'a vraiment plu, qui était pour moi le film de l'année. Voilà, Fargo, The Big Lebowski, voilà, pour moi, c'est des petites merveilles, ces films-là. Même, enfin, ils ont fait plein d'autres films, les frères Cohen. Bon, on va pas s'étendre là-dessus parce que là, on va parler de Ave César. Et Ave César. Oh, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film? C'est tellement brouillon. Les personnages sont tellement inintéressants, ce qu'on nous raconte est tellement inintéressant sur le milieu hollywoodien. J'ai vraiment l'impression qu'ils se sont dit que les personnages et les performances d'acteurs allaient suffire, ce qui des fois marche très bien dans leurs films. Mais alors là, je trouve qu'on passe complètement à côté de la plaque. Je peux pas vraiment dire que c'est un film nul, mais c'est tellement moyen. Il y a tellement peu de choses à dire dessus. Je me suis tellement fait chier. C'est ça qui m'a fait mal, je pense que c'est ça qui me fait me mettre dans mon flop, et c'est pour ça que j'ai peut-être surréagi, parce qu'il y a des films qui sont bien plus médiocres, je pense, comme Deadpool. Mais c'était tellement une telle déception, je m'attendais tellement pas à ce niveau-là de médiocrité que voilà, je laissais tomber avec César. Pour vous dire, il est pas si vieux, il a quand même moins d'un an, et je ne pourrais absolument pas vous parler d'histoire. Je sais que George Clooney est un acteur fameux qui se fait kidnapper, mais tous les personnages qui gravitent autour, plus aucun souvenir. J'ai zappé ce film de ma mémoire aussi vite que je l'avais vu. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire sur Ave César. Donc, on va passer à la suite. Numéro 7. Tu ne tueras point. Alors, ce film a failli se retrouver plus haut dans le classement parce que je trouve vraiment que c'est un film dégueulasse. Alors, je comprends pas que ce film soit autant encensé. Alors, je suis pas du tout un fan de Mel Gibson. Je crois que j'aime beaucoup Mel Gibson en tant qu'acteur, mais en tant que réalisateur, voilà, je trouve tous ces films hyper nauséabonds. Et là, je crois que c'est le summum du cucu, niais, gnangnan, bigot, tout ce qui se fait pire dans l'image qu'on peut avoir de l'Amérique. Alors j'ai déjà commencé en disant que le film est extrêmement violent, mais dans le mauvais sens du terme. Moi j'aime beaucoup l'ultra-violence. Donc l'ultra-violence, je sais que c'est un thème qui est très compliqué, parce que si vous vous ratez, ça devient catastrophique. Voilà, il faut que ce soit utilisé très intelligemment dans un film pour que ce soit bien vu et intelligemment vu et pour que ça donne quelque chose de bien. Le problème dans le tableau que nous dépeint Mel Gibson de cette guerre 39-45 vue par les yeux d'un soi-disant pacifiste, plutôt un gogol qui a fait vœu de ne pas toucher à une arme, c'est pas du tout une ode au pacifisme en fait, c'est une ode au gogol. Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Ce qui me dégoûte dans le film, c'est le traitement des Japonais. Les Japonais, c'est vraiment une horde de bêtes sauvages, sanglantes. Alors, je sais qu'on est du point de vue des Américains, je sais qu'on essaye de montrer comment ils ressentent la guerre, mais là c'est trop abusé. C'est-à-dire que les Japonais, vous allez jamais vraiment voir leur visage. C'est une espèce de horde déchaînée, un espèce de bloc complètement possédé et hystérique. Cette idée de ne pas voir les visages pour déshumaniser l'ennemi, ça remonte à longtemps, hein. C'est Alexandre Nevsky de Eisenstein, mais dans Alexandre Nevsky de Eisenstein, c'était brillamment utilisé parce que justement ça montrait une facette presque démoniaque de l'ennemi. Enfin, c'était très assumé ce côté-là, genre méchant, absolu. Voilà, il y a un côté qu'on retrouve vraiment dans des icônes comme Dark Vador. L'idée du casque qui recouvre toute la tête. Et ça vous donne donc l'impression qu'il y a un côté dans cette armée qui est très humain et l'autre qui est rempli de bêtes sauvages. Ce qui va assez mal pour un film qui se veut une ode au pacifisme. L'histoire, c'est que le personnage principal, qui est un gnangnan de première, cucu, concon, bête comme ses pieds,
complètement bigot. Non, alors je vais pas le dire comme ça parce que je suis sûr que la personne qui a inspiré cette histoire n'est pas du tout non plus quelqu'un de complètement barré, mais là, comme je vous le présente, c'est bien le traitement qui en est fait. Mais c'est donc un jeune homme qui décide, parce qu'un jour il a failli tuer son frère, qu'il ne touchera plus jamais à une arme, mais il veut quand même partir à la guerre pour sauver des vies. Voilà, donc il va devenir médecin sur les champs de bataille en sachant qu'il veut tuer personne. La belle affaire, ça n'empêchera pas de forcer ses potes à tuer des mecs pour le sauver. Et justement, il pourrait y avoir tout un conflit moral qui nous est montré grâce à ça, genre ah merde, j'ai dit que je tuerais personne, mais à cause de mon comportement, il y a des gens qui meurent autour de moi, mais que dalle, c'est évacué comme ça à la poubelle, rien à foutre. Et puis les signes religieux sont tellement relous, voilà, ça me gêne pas qu'on parle de religion, ça me gêne pas qu'on parle de spiritualité, d'esprit chrétien, mais là c'est tellement lourdingue. À la fin il est étendu, les bras en croix sur son brancard, blessé à mort. Au secours quoi, la pitié de ce film, il y a eu des gogoles dans la salle qui ont applaudi. Bon, ils étaient trois, mais pour eux, voilà, c'était le plus beau film de leur vie. Ah, c'était génial, c'était génial. Le seul truc qui m'a plu justement dans le film, c'est qu'à un moment, le personnage se retrouve coincé avec un soldat japonais et il décide de l'aider, voilà, parce que c'est dans son délire, il veut sauver tout le monde. Et ça sonne faux du coup, ça fait vraiment genre, bon allez, on est sympa aussi, vous avez vu, on a même sauvé un japonais, mais bon, j'étais pas obligé quoi, c'est vraiment parce que j'ai bon cœur. Alors que si le mec était vraiment un pacifiste, bah on montre qu'il se démène pour sauver tout le monde. Parce que pour lui, les Japonais, c'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est la mort. L'ennemi, c'est que des gens meurent. Donc il soigne tout le monde et on le montre en train de soigner tout le monde. Alors que ce film est vraiment pro-américain. Je vois pas comment on peut le ressentir autrement. Et je dis pas que les Japonais avaient raison. Je dis juste que dans le traitement de la guerre, Mel Gibson, justement avec un sujet comme ça, il aurait pu montrer l'horreur de la guerre qui touche tout le monde. C'est tous des pauvres gars d'un côté ou de l'autre, n'importe quel camp, c'est tous des pauvres gars qui vont à la boucherie se faire trucider. Voilà. Mais non, l'Amérique. Bref, c'est un caca, on va passer au numéro 6. Insaisissable 2. Alors, le premier Insaisissable, je l'ai vu un petit peu par hasard, parce que j'avais que ça à voir à un moment où j'étais au boulot, et entre deux sessions, je pouvais voir que ce film-là. Je pouvais voir que ça, donc c'était une belle merde commerciale, mais c'était une belle merde quand même. C'était médiocre, mais voilà, bon, je comprends que ça puisse plaire, même si moi, je détourne le regard. Puis alors là, celui-là, c'était le grand n'importe quoi. Ce qui faisait tout le charme du premier, c'est qu'on vous montrait des tours de magie à l'écran, et qu'ensuite on vous les expliquait, voilà, ce qui est pas mal, pas bête comme concept. Alors que là, pour les explications, bonjour, adieu quoi, bonjour, au revoir. Même presque des fois, ils assument comme si c'était presque fantastique. Voilà, les tours de magie sont nuls, ou alors complètement délirants, complètement... c'est too much quoi, c'est bien too much. Les acteurs sont pas intéressants, je me suis fait chier, il est long ce film, qu'est-ce qu'il est long, voilà, je n'ai pas grand chose à dire sur Insaisissable. Insaisissable 2, pardon, dans le genre médiocre, c'est ce qui se fait de pire, voilà. Donc c'est le film le plus médiocre que j'ai pu voir cette année. Ensuite, numéro 5, ex aequo. Ce genre de film, ça se démonte par paquet de 12, donc autant en faire 2 en même temps. Puis vous allez voir, c'est la même merde. C'est le même univers à la con. C'est les mêmes remakes de Demeuré, Tarzan et le livre de la jungle. Ce qui est très intéressant avec le livre de la jungle, c'est que la bande-annonce était un petit chef-d'œuvre. La bande-annonce, vraiment, moi, m'a donné super envie de le voir. Et c'est dingue de voir à quel point, avec un film de merde, ils arrivent à vous faire des bandes-annonces super. Donc vraiment, je trouve que ça se démocratise d'autant plus ces pratiques-là de nos jours. C'est qu'avec des films de merde, ils arrivent à faire des super bandes-annonces qui vous donnent vraiment très envie. Vraiment, tout le côté est passé sur merchandising, publicité, voilà. C'est bon! Voilà, la vidéo m'a coupé tellement, elle aussi, elle en avait marre du livre de la jungle. Non, donc je disais juste que c'est très dommage parce que je pense qu'ils auraient vraiment pu faire un truc génial avec ce film. Je trouvais que Scarlett Johansson dans le rôle de K, c'était génial. Et K, il a traumatisé toute mon enfance. Donc voilà, c'est dommage. Je suis très déçu parce que c'est une belle merde bien aseptisée comme on en fait des belles à Hollywood, quoi. Et c'est dingue qu'ils n'arrivent pas à faire ce passage entre le dessin animé et le film. Alors là, je crois que pour La Belle et la Bête, ils l'ont avec Emma Watson, donc qui va jouer Belle. Je crois qu'ils justement ils prennent le pari vraiment encore plus lâche, j'ai envie de dire, qui est de reprendre le film quasiment plan par plan. Voilà, donc je pense que ça va pas être très intéressant. Le livre de la jungle, en réadaptation, en film live, c'est le pire qui a été fait. Je me suis fait chier du début à la fin. Bon, et puis Tarzan, c'est le fou rire. Tarzan, c'est le nanar absolu.
Je sais pas ce que l'acteur... Putain, j'ai oublié son nom. Christopher Waltz, voilà, je sais pas ce que Christopher Waltz est allé foutre là-dedans. C'est un nanar le truc, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Alors c'est même pas un remake de Tarzan, c'est une suite. C'est Tarzan, il est retourné à la civilisation humaine et il retourne dans la jungle pour sauver les populations exploitées dans les mines, une connerie comme ça. Tarzan se foire complètement au niveau des images de synthèse, mais ça en devient vraiment génial. C'est vraiment un vrai nanar. Avant, il y a une grosse bataille entre les singes et les méchants hommes des cavernes qui sont tous peinturlurés en blanc. Et à un moment, on voit que les acteurs qui jouent les hommes des cavernes, ils sont censés se battre contre les singes, mais qui sont rajoutés en images de synthèse. Donc ensuite, donc le mec, il est comme ça avec son bâton, à se battre dans le vide, et ils remettent les images de synthèse par-dessus, c'est complètement foiré. Parce que les singes se battent à côté, genre complètement dans le vide aussi, enfin limite ils sont dos à dos, et ils tapent dans l'eau, ils font des éclaboussures, pendant que l'autre agite son bâton comme un con. Enfin il y en a pas beaucoup qui le voyaient, je pense que moi je vous ai tellement chier que je faisais attention à tous ces petits détails, mais voilà, si un jour vous le regardez, regardez toutes ces conneries, c'est atrocement mal fait et atrocement rigolo du coup. On rentre dans le top 4 avec, je pense, un des pires films français que j'ai vu cette année. Maloute. Mais c'est quoi cette merde? Alors voilà, bon je suis fatigué, je sais même plus comment s'appelle le réalisateur, Bruno Dumont. Bruno Dumont, je dis peut-être une immense connerie, bref, je m'en fous. J'avais bien aimé Le Petit Quinquin, voilà, je peux bien aimer son univers. Ce film, on nous dit tous que ce film réinvente la comédie, réinvente des choses, alors qu'il n'y a rien de plus basique en comédie. C'est juste un petit peu voilà, le cadre qui change, la manière de procéder qui change. Mais ça reste une vieille comédie bourgeoise à la con, avec des paysans à la con. Le film, c'est une grande traversée du désert. Il se passe absolument rien. On sait pas où ça va, on sait pas ce que ça veut. Et on nous dit que c'est ça qui permet de réinventer la comédie. Vraiment, je crois que c'est vraiment ça le parti. C'est le film vous dit, est-ce que ce que vous êtes en train de regarder, c'est drôle? C'est nul comme postulat de départ. Je vais pas avoir une comédie pour qu'on me pose ce genre de questions à la con. Bah non, c'est pas drôle. Lucchini qui fait des grandes envolées lyriques. Oui, ah oui, à la chastinière. Je sais plus ce qu'il raconte. Juliette Binoche, mais j'ai vu Juliette Binoche aussi pitoyable. Déjà que j'aime pas beaucoup cette actrice, mais alors là, on atteint vraiment le fond de la cuve, quoi. Heureusement, j'ai un ami à moi qui travaillait sur le film qui m'a raconté plein d'anecdotes très rigolotes. Bon, il avait pas un gros rôle, mais bon, il m'a raconté plein de trucs rigolos qui m'ont bien plus fait marrer que le film en lui-même. Et c'est là qu'il y a un souci, les gars. Je pense que ça devrait pas exister. Ça devrait pas exister. Je pense que c'est une tentative d'inventer une autre forme de comédie, mais qui est complètement foirée. Alors que moi, je suis le premier à dire, ouais, il faut réinventer les choses, il faut prendre des risques et tout. Mais là, ça marche pas du tout. C'était très drôle parce que les gens, au début, il y avait 3 pelés intendus qui essayaient de rigoler dans la salle. Genre, vous savez, l'effet, vous allez voir une comédie et vous êtes déjà dans l'état où vous vous dites, je vais me marrer. Quel que soit le film, je vais me marrer. Donc, il y a des gars qui ouvrent la bouche et excellent, excellent, excellent. Et au bout d'un moment, bah, le silence se fait dans la salle, quoi. Le silence gênant, le blanc total. Plus personne ne rigole. Tout le monde est sceptique, tout le monde se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Alors, il y a certains acteurs qui sont bien, qui ont des jeux intéressants, les 2 inspecteurs, j'aime bien leur rôle, j'aime bien que ça parte dans le fantastique, dans un délire un petit peu, il y a même du cannibalisme. Le vide intersidéral, l'espace les gars, l'espace, vous êtes tout seul dans l'espace, il n'y a pas un bruit autour de vous, c'est Maloute. Maloute. Enfin bon, ce film est une merde. On arrive dans le top 3 des pires films que j'ai pu voir cette année. Numéro 3, Elvis et Nixon. Vous prenez 2 personnes qui ont vraiment vécu, donc Elvis Presley et Nixon le président. Vous prenez 2 gros connards comme ça, qui sont vraiment des merdes, et vous essayez de faire un film dessus. Et ben, le film ne vous montre rien de plus que 2 gros connards. Parce que Elvis, bon, malgré tout le talent artistique qu'il peut avoir, c'était quand même un mec bien à droite, quoi. Hyper patriote, mais dans le sens ridicule du terme. Sauf que le film arrive même pas à vous faire prendre de la hauteur de vue sur ces 2 personnages en les faisant passer pour ridicules. Non, le film, il prend un espèce de malin plaisir à vous dire, regardez, on va découvrir 2 personnages avec des personnalités hyper extraverties. Donc déjà, le biopic me fait chier, hein, comme j'ai pu vous le dire en première partie de vidéo dans le top 10. Le biopic me fait bien chier. Mais un biopic sur 2 personnes qui sont honnêtement des modèles de stupidité et de bêtises humaines,
Vraiment, le film n'a aucun recul. Le film n'a aucun recul. Le film essaie de vous montrer comment, avec ces deux personnages un peu étranges et un peu à part, on arrive à des situations rigolotes. C'est pas drôle, les gars. C'est pas drôle, on parle du président des États-Unis. On parle d'un des artistes musicaux les plus influents de son époque, qui était vraiment un demeuré. Le mec avait une tête de bébé, c'est pas pour rien. C'est un débile. En fait, le mec, l'histoire du film, c'est qu'il voulait rentrer à la CIA et devenir un agent infiltré de la CIA pour sauver la jeunesse de la drogue, du sexe, de l'alcool, voilà, la jeunesse pervertie, communiste, qui a pas les bonnes valeurs, voilà, tout ce qui est de plus relou quoi dans l'image de l'Amérique parfaite. Vous détestez les personnages du début à la fin, et comme le film se concentre que autour des personnages et ne se fonde que sur ces personnages, et ben forcément, vous détestez le film du début à la fin. Numéro 2. Alors là, il l'a bien mérité. Là, il l'a bien cherché. Je suis très fier de placer ce film au numéro 2 de mon flop de film 2016, Les Visiteurs 3. Pour la petite blague, j'aurais pu le mettre en numéro 3. Mais ce film est tellement une merde, tellement nul, qu'il méritait cette deuxième place. Moi, je suis un grand fan des deux premiers Visiteurs. Je trouve que c'est des super films, je trouve que c'est des films qui ont marqué la comédie française. Je trouve que les castings sont excellents, que les dialogues sont excellents, que c'est bourré de répliques cultes. Je trouve que c'est des films qui ont super bien vieilli. J'ai adoré les voir, les revoir. Voilà, j'ai regardé en cassette à l'époque, chez ma tante, j'ai dû le voir. Le premier, j'ai dû le voir je sais pas combien de fois. Bref, j'aime vraiment beaucoup ce film. J'aime vraiment beaucoup ce film. Et qu'on passe de ça à ça, avec le même réalisateur, mais tu te demandes ce que les mecs ont fumé entre temps. Alors déjà, le film est sous stéroïdes, il est monté, mais 3 plans par seconde. Ça va à une vitesse, vous captez que dalle. L'histoire du film est inintéressante, les visiteurs à la Révolution, tout ce qui tourne autour de la Révolution, ça n'a aucun intérêt. Ça aurait pu être fait au Japon médiéval, ça aurait pu être fait à la Grèce antique, ça n'aurait absolument rien changé. Je vais vous décrire une des premières scènes pour vous montrer la nullité de ce film, je vous jure. À un moment, ils disent oui, tel ami, oh, il est mort avec bravoure et on l'a enterré à côté de sa promise dans ce tombeau. Sa promise qui s'appelle Berthe au grand pied. La femme, donc la statue de la femme qui est couchée sur le tombeau, la statue mortuaire de la femme qui est couchée sur le tombeau, on filme ses pieds et on voit que ses pieds font 3 fois la taille normale. Et la blague, c'est ça. La blague, c'est ça. Berthe au grand pied, elle a des grands pieds. Je vous jure, le plan, il reste sur ses pieds comme ça. Dans la salle, j'ai mon petit moment de doute quand même. Alors, vous jetez un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, et vous voyez vos voisins qui sont dans la même attitude que vous, ils vous regardent genre, ah, c'était ça la blague? C'était là qu'il fallait rire? Tout le monde est dans l'attente, tout le monde est dans l'expectative. Il va se passer un truc. Ils vont faire un sketch, ça va rebondir. Et non, c'était ça. C'était ça. Et tout le film, c'est ça. Tout le film, ça a été écrit par des enfants de 4 ans. Je vous jure, je raconte cette blague-là à mon neveu de 4 ans, il se roule par terre, il se claque des barres. Mais dans la salle, c'était le malaise. C'était vraiment le malaise. À la fin, il aurait fallu qu'on dise aux gens, vous vous rappelez, c'était une comédie? Ah oui, c'était une comédie, c'est parce que... Non, pas Paris. Non. Les acteurs sont pitoyables, l'histoire est pitoyable, la peinture qu'ils font de la Révolution est pitoyable. Pourtant, ils prennent un parti qui est intéressant, c'est de montrer d'un côté point de vue de la bourgeoisie et point de vue des révolutionnaires. Mais c'est nul. C'est pourri. Méga spoiler, j'en ai rien à battre. Alors là, vraiment, je vous spoil, j'en ai rien à battre. À la fin, oh là là, ils se sont téléportés, ils sont pas revenus à leur époque, mais ils sont arrivés à l'époque des nazis. Ah bah oui, parce que les nazis, c'est super original, hein. On n'a pas du tout vu ça 40 000 fois à l'écran. Donc ils rejoignent un groupe de résistants, et je vous jure, vous vous dites, c'est bon, on a compris les gars, le film est terminé. Ils sont arrivés à l'Allemagne nazie, vivement le numéro 4. Vivement le numéro 4. Et ben non, le film, je vous jure, il dure un quart d'heure de plus. Et où il se passe rien. Je crois qu'il y a Franck Dubosc qui fait 3 vannes. Van level coussin péteur, hein. C'est ce niveau-là. Hein. Non, bref, c'est la cata. Bref, passons sur cette daube. Et nous arrivons maintenant au numéro 1 de mon flop. Warcraft, le commencement. Je vous le dis tout de suite, c'est le commencement de la fin. Mais là, la licence est écrasée. Là, on est au fond du trou, les gars. Il n'y a plus rien. Le commencement de quoi? Et il va y avoir des suites à ça? Vous allez me souiller cette merveille qui est World of Warcraft? Bon, alors je rigole un petit peu, bon, je suis pas du tout un grand joueur de World of Warcraft, mais ce que je peux dire, c'est pour ça que ce film est en première position, je suis un des fervents partisans pour dire que le monde de Warcraft est une pure merveille. Les gens qui sont derrière ça sont des vrais génies.
Je crois vraiment qu'ils ont réinventé la fantasy, notamment dans le jeu vidéo, avec des histoires sombres, des histoires crues, des situations diplomatiques hyper complexes, de la géopolitique à plus savoir quoi en faire. Enfin, c'est des pures merveilles. Les histoires de Warcraft, c'est des pures merveilles. Warcraft 3, je m'en souviendrai toute ma vie de ce jeu. Voilà, sans parler de Starcraft, tous ces univers-là qui, moi, me passionnent juste pour leur histoire, même si j'ai pas été un gros joueur. Et je vous invite à voir Blizzard, donc la société qui est derrière ces jeux-là, mais c'est des génies de l'animation. Allez voir sur internet toutes les magnifiques cinématiques qu'ils font de ces jeux-là, mais ça claque à mort. Moi, ça reste dans mes souvenirs incroyables. Voilà, quand le prince Arthas, qui était un pro-chevalier, qui est devenu le roi d'une légion de morts-vivants, enfin un mec ignoble, dégueulasse, il y a une cinématique où il va réveiller son armée, et derrière on entend la voix de son père qui lui parle comme s'il était encore un jeune et gentil garçon. Et il y a un contraste super, enfin, ces mecs-là sont des génies de la mise en scène. Et comment vous arrivez à un film si pourri, c'est vide, il n'y a pas de substance, il n'y a rien. C'est un mauvais film de série B, juste avec des jolis effets spéciaux. Donc le seul point positif que je peux trouver dans ce film, c'est que les orques sont très bien faits. Voilà, le design des orques est super, je trouve très réussi. Mais l'histoire, c'est un imbroglio, ça part dans tous les sens, les personnages. Comment tu peux rendre des personnages si inintéressants chaque fois qu'il y a une décision importante, chaque fois qu'il y a un personnage qui se transforme ou qu'il y a un changement de personnalité, ça arrive tellement comme un cheveu sur la soupe, vous dites, mais what? Mais comment c'est arrivé? Mais qu'est-ce que ça fout là? Enfin, pourquoi d'un coup, toi, tu deviens méchant? Enfin, explique-nous. Vous ressentez rien, je vous jure, hein, le personnage, il y a un des personnages principaux, il n'y en a pas qu'un, mais il y a un des personnages principaux, à moins qu'il meure, ça m'a fait autant d'effet que de marcher sur une fourmi. Mais je pense que j'aurais été encore plus triste de marcher sur une fourmi, parce qu'une fourmi c'est un être intelligent. Alors que là, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes intelligentes qui sont derrière ce film, moi je vous le dis tout de suite. C'est vraiment filmé avec le cul. Platitude totale du cinéma. Je pense que c'est ma pire expérience de cinéma, également notamment parce que j'étais dans des conditions exécrables. C'est-à-dire que derrière moi, j'avais une bande de 3 ados qui faisaient genre, on connaît tout sur World of Warcraft, et puis eux aussi trouvaient le film nul à chier parce que le film est nul à chier, mais eux ils se sentaient super intelligents de le dire, genre ah oui non ça c'est trop nul parce que voilà, franchement là l'orque Morzork dans le jeu vidéo il a une épaulette sur l'épaule gauche alors que là il a sur l'épaule droite, enfin voilà, donc déjà fermez vos gueules, donc évidemment bien évidemment moi je me vénère dans la salle. Moi faut pas être à côté de moi, il faut pas parler pendant le cinéma parce que moi je fais partie de ces gens qui se vénèrent vraiment. Parce que moi je me lève et je donne des tartes s'ils ferment pas leur gueule, voilà. Donc je leur ai dit gentiment de se taire et du coup ils ont arrêté de me faire chier. Mais à côté de moi, juste à la gauche, il y avait Chinois possédé. Et Chinois possédé, lui, il avait décidé que c'était le meilleur film de sa vie. C'était le film le plus incroyable. Le mec, je vous jure, chaque plan, genre un monde, ça arrive. Le film nous présente un monde qu'on connaît déjà. Donc ça arrive qu'à un moment on redécouvre une ville ou un truc qui était déjà dans le jeu. Et le mec se tapait des coups de pression, il se levait, genre il y a Hurlevent, c'est la capitale humaine du monde de Warcraft. C'est une ville. C'est une ville, et le mec, je vous jure, se met debout, limite prêt à prier, comme ça, genre, oh, il tapait dans ses potes et tout, oh, attends, pleine crise d'apoplexie, quoi. Le mec, il va me taper une rupture d'anévrisme parce qu'il a vu une putain de capitale humaine. Ça, c'est les mecs qui sont possédés par le jeu vidéo, ok, je comprends, voilà. Je comprends ce qui peut fasciner dans ce jeu vidéo parce que moi, ça m'a fasciné, même si j'y ai jamais vraiment joué. Voilà. Et je vous avoue que niveau expérience de cinéma, il y a un petit peu mieux quand même. Donc voilà, j'étais un petit peu deg. Faut qu'on les passe à la centrifugeuse ces films-là, ça devrait plus exister. Mais ce qui me fait chier, c'est que Warcraft, ils vont continuer à adapter l'univers qu'on connaît déjà, à le refaire en film, et à bousiller la licence, quoi. Vous allez la bousiller, les gars, vous êtes en train de tout foutre en l'air. Et c'est ouf que les gens aiment ce film. Je ne comprends pas. Et en même temps, c'est intéressant parce que ça nous montre justement que même des films qui sont pourris, si par avance on a décidé que ça allait être bien parce qu'on est fan, parce qu'on adore, voilà, forcément ça change notre perspective. Et également, il y a des films, si au début on a décidé que ça allait être à chier, si on n'est pas assez curieux, on peut passer à côté du fait que ce soit de super films et de purs chefs-d'œuvre. Moi, je vous le dis, j'essaie vraiment de toujours rester objectif. Je crois qu'avec l'expérience cinématographique que j'ai, voilà, je pense que c'est une de mes qualités, c'est que j'ai quand même l'œil assez affûté et j'arrive à rester objectif, même si ça m'arrive de me lâcher quand même au cinéma, de me dire bon bah voilà, je m'en bats, je vais voir ce film, ça m'en touche une sans bouger l'autre, quoi, voilà, ça m'est complètement égal. Quand même, je pense que je suis assez objectif et sur ce film, je pense que j'avais l'objectivité pour dire que c'était le caca du siècle, le caca de l'année, voilà, Warcraft.
Voilà, et ben je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai tout dit sur, pour moi, quels ont été les pires films de cette année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont également vos pires films que vous avez pu voir cette année. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, c'est très intéressant de me le dire. Voilà, sur ce, j'espère quand même que ce flop vous a plu. Je sais que j'étais très énervé, mais ça me fait du bien, vous imaginez même pas. Ça soulage tellement de pouvoir cracher toute ma haine sur ces films qui m'ont fait perdre du temps de vie, c'était terrible. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a bien fait marrer, que ça vous a plu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où nous parlerons de chefs-d'œuvre du cinéma et de la BD en termes élogieux, sympathiques. Et nous verrons quelques merveilles qui, je l'espère, vous feront bien réfléchir, stimuleront votre intelligence et vous rendront hyper enthousiaste. A bientôt, bye bye.